demande d'accueillir le second orateur, le deuxième orateur, Pierre Laurent, secrétaire national du Parti communiste français. Et ce soir, on va parler pour le Front de gauche lui aussi. Merci Pierre. Merci à tous et évidemment quand on se trouve devant une salle comme ça, on ne peut pas ne pas se dire que nous avons tous eu raison, vraiment raison de faire le choix du Front de gauche et de la candidature commune de Jean-Luc Mélenchon à l'élection présidentielle. Si nous, le Front de gauche, nous sommes venus ici aujourd'hui avec notre candidat Jean-Luc Mélenchon, si nous sommes venus dans ces terres ouvrières, si ce matin nous étions à Sochaux, chez Peugeot, la plus grande usine de France, à Belfort, chez Alstom, un des fleurons de l'industrie française, si nous sommes ce soir avec vous tous aussi nombreux, c'est pour envoyer un message très clair à la France entière, à la France ouvrière, à la France du monde du travail. Ce message, c'est celui que nous construisons avec le Front de gauche dans tout le pays depuis des mois. Ce message, c'est le message de l'espoir. Oui, nous en avons fait serment et je crois que nous sommes en train de le tenir. L'année 2012 est celle où nous allons pouvoir clamer à nouveau haut et fort l'espoir est permis d'une vie meilleure. Bien sûr, nous n'oublions rien des souffrances, des difficultés qui assaillent le pays. Et ces souffrances, nous les avons rencontrées tout au long de cette journée. Et à certains moments de la journée, nous nous le disions de manière extrêmement poignante, avec des travailleurs qui témoignaient devant nous de ce qu'est la difficulté de la vie, et plus que cela, surtout du mépris dans lequel ils sont tenus. Nous n'oublions pas ça, mais nous le voyons en ce moment, et c'est là-dessus que je veux insister. Nous relevons la tête, des millions de gens relèvent la tête et résistent dans ce pays, et disent, ou cherchent à dire, et nous sommes là pour les y aider, que la loi du plus fort, la loi du fric, la loi du tous contre tous, la loi du divisier pour mieux régner, ça suffit et que nous voulons un autre monde que nous appelons, et c'est le beau titre de notre programme, l'humain d'abord. Oui, nous disons ensemble et de plus en plus nombreux que la division, la haine, ce n'est plus ce que nous voulons voir avancer. Et il y a des camarades qui nous ont ouvert la voie il y a quelques jours à PSA, des camarades, et j'en vois un ici juste devant, qui ont tenu tête à Marine Le Pen à l'entrée de PSA. Et je veux saluer ces camarades communistes qui ont eu ce courage et qui finalement ont dit d'une certaine manière à tout le pays ce jour-là, oui, nous relevons la tête et il y en a assez d'être humiliés. Oui, nous voulons être unis, être forts et rassemblés dans la solidarité, parce que la solidarité, c'est la tradition de la classe ouvrière et du monde populaire. Parce que, camarades, oui, leur arme, leur seule arme aujourd'hui, c'est notre division, c'est la division du monde du travail. Et ce soir, je veux vous convaincre au moins d'une chose. Face aux forces de l'argent, face à leur mépris, face à leur autoritarisme, ensemble, si nous savons nous unir, nous sommes la solution. Regardez leur monde finissant. Avant, au moins, le capitalisme savait distribuer une part du progrès. Bien sûr, pas sans lutte, tout a été arraché par les luttes. Mais une part du progrès était distribuée. Et des gens progressaient. Mais aujourd'hui, le capitalisme d'aujourd'hui n'est même plus capable de faire ça. Aujourd'hui, c'est fini. Leur capitalisme est devenu un capitalisme financier, un capitaliste de rapace. Ce n'est plus un capitalisme qui gagne de l'argent sur la création de richesses. C'est un capitalisme de la rente, du profit à outrance.
un capitalisme qui saccage le travail si ça lui rapporte plus, peu importe qu'il écrase tout sur son passage, si ça fait monter les taux de rentabilité. Et ces témoignages-là, nous les avons eus aujourd'hui à Peugeot, à Alstom, des camarades des hôpitaux d'EDF, des camarades victimes de la sous-traitance, de l'intérim, nous l'ont dit toute la journée, et nous le disent dans tout le pays, partout où nous passons. Et ce système, c'est aujourd'hui une catastrophe sociale. On voit bien le nombre de travailleurs pauvres, de travailleurs qui n'arrivent plus à vivre de leur travail, bien qu'ils s'usent au boulot tous les jours. C'est une catastrophe économique qui est en train d'entraîner toute l'Europe dans la récession et qui va créer des drames économiques, humains, mais des drames politiques si on laisse faire la catastrophe. Et c'est une catastrophe écologique. Regardez, il y a quelques semaines encore, et c'est terrible parce que plus personne n'en parle même, au sommet de Durban, tous les pays de la planète réunis, incapables de prendre des mesures pour lutter contre le réchauffement climatique, et pas, quasiment pas un seul chef d'État du monde capitaliste qui se déplace pour ce sommet, pourtant si important. Oui, ce système n'est plus capable d'assurer le développement du monde. Alors, pour régner, ils n'espèrent plus convaincre. Leur politique est de diviser. Regardez comment ils ont opposé le monde ouvrier au reste du salariat pendant des années. Regardez comment ils ont cherché et comment ils cherchent encore aujourd'hui à isoler le monde ouvrier du reste du monde du travail. Ils nous ont expliqué que nous allons vivre dans un pays sans usine. Ils expliquent maintenant que la classe ouvrière, ce seraient tous des Le Pen en puissance. C'est une insulte que nous ne pouvons accepter, alors que nous savons que pour sortir de la crise, et tout le montre aujourd'hui, contrairement aux discours qu'ils ont tenus pendant des décennies, il n'y aura pas de sortie de crise sans industrie, parce qu'il n'y a pas de valeur ajoutée sans industrie, il n'y a pas de partage possible des richesses sans industrie, il n'y a pas de travail bien fait sans industrie, il n'y a pas de travail utile sans industrie, il n'y a pas de révolution écologique des modes de production sans industrie, car il n'y a pas de maîtrise technique s'il n'y a pas d'industrie. Ce temps où on dénigrait la classe ouvrière et le monde ouvrier est révolu. L'avenir du monde ouvrier aujourd'hui, c'est l'intérêt général. Et nous ne pouvons plus accepter de laisser ainsi opposer le monde ouvrier au reste du monde du travail. Mais regardez comment ils cherchent et comment ils ont cherché à diviser les exploités en opposant les pauvres aux moins pauvres ou aux plus pauvres, les intérimaires à ceux qui ont un CDI, les sous-traitants aux précaires, les femmes aux hommes, les jeunes aux vieux, les ouvriers aux fonctionnaires. Il y a toujours une bonne raison de diviser le monde du travail. On nous parle aussi des classes moyennes, mais la classe moyenne, ça veut dire quoi aujourd'hui? Il y a un salarié sur deux qui gagne moins de 1 500 € par mois dans ce pays, et parmi ça, des millions de gens qualifiés qui gagnent 800, 900, 1000, 1200 €. Ça veut dire quoi la classe moyenne quand tous les gens convergent vers des conditions de vie indignes? Regardez comment ils divisent les travailleurs, comment ils cassent les équipes de travail, comment ils font voler en éclats des équipes dans les usines, des équipes dans les hôpitaux, des équipes dans les écoles, parce qu'ils nient le travail collectif pour opposer, individualiser, évaluer en opposant les uns contre les autres les travailleurs. Regardez comment ils organisent la mise en concurrence. Et c'est eux qui organisent la mise en concurrence. Partout où nous passons, il faut le dire, il faut montrer les responsables. On nous dit on ne sait pas qui c'est faux. Ce sont les grands groupes qui organisent la mise en concurrence. La concurrence, elle ne tombe pas du ciel, elle ne vient pas de Chine comme elle viendrait de la planète Mars. Elle est organisée par les grands groupes. Qui ferme Petroplus aujourd'hui? Les grandes banques, car c'est un consortium de banques qui est propriétaire de Petroplus, dont les 3 plus grandes banques françaises font partie de ce consortium. Qui ferme Fralib? C'est Unilever, l'une des plus grandes multinationales du monde. Qui ferme Sony Medical, une multinationale autrichienne?
Qui ferme Peugeot Scooter? C'est PSA. Qui ferme Arkema et veut le vendre? C'est Total. La mise en concurrence dont on nous rebat les oreilles et qui, soi-disant, nous tomberait dessus sans qu'on sache d'où elle vient, elle est organisée tous les jours par ces grands groupes. Dans ce monde-là, dans leur monde, nous sommes tous des délocalisés en puissance, mais ceux qui nous délocalisent sont toujours les mêmes. Et regardez comment ils font en Europe. Depuis 2008 en Europe, qu'est-ce qui se passe? Leur système a explosé. La dette a explosé, mais pas la dette dont ils nous le rebattent les oreilles depuis plusieurs mois. Leur dette. Ce système qui a cru pouvoir faire du profit et du profit contre le travail et en spéculant sur la finance. Et ce système a explosé. Et ils ont à ce moment-là transféré cette dette sur les peuples. Comment? Tout simplement en renflouant les banques et en y mettant tout l'argent public. Et ensuite, ils se tournent vers nous et ils disent « c'est à vous de faire des économies, c'est à vous de rembourser l'addition ». Et pour le faire, à nouveau, ils divisent et ils opposent. Ils ont commencé par les Grecs et ils ont montré les Grecs en pâture à l'Europe entière. Regardez ces fainéants qui ne savent rien faire, qui ne payent pas d'impôts, qui ont dépensé de l'argent à n'en plus compter, comme si les Grecs étaient responsables de l'explosion du monde capitaliste. Et ils ont fait payer l'addition aux Grecs de manière honteuse. Ils ont mis ce peuple à genoux. Ils l'obligent à brader l'intégralité du service public, de leur service public. Ils ont vendu les ports, ils vendent les terres, ils ont obligé les salariés à perdre parfois 40% de leur salaire dans les 2 dernières années. Et ce pays aujourd'hui est dans une difficulté dont personne ne sait comment il sortira. Et une fois qu'ils avaient réglé le problème des Grecs en s'en servant comme des cobayes, ils ont fait la même chose avec les Portugais, en recommençant à dénigrer d'autres travailleurs, les travailleurs de ce pays-là, puis les Espagnols, puis les Italiens, et à chaque fois en essayant d'opposer les uns aux autres, et en se servant toujours de différences. Et pendant ce temps-là, Sarkozy nous faisait croire que lui, il était en train de protéger la France, de protéger le triple A de la France. Et le résultat, c'est que nous avons perdu le triple A parce que les marchés se repaissent de ces divisions et en demanderont toujours plus. Et finalement, à l'arrivée, après avoir opposé tout le monde, après avoir dénigré les uns en montrant les autres et inversement, à l'arrivée, tout le monde y passe. Tout le monde y passe. Leur système, c'est toujours au fond le même et c'est toujours la même recette. On a renfloué les banques, et toujours et encore. Et l'an dernier, la Banque Centrale Européenne a finalement prêté 470 milliards d'euros, vous m'entendez bien, 470 milliards d'euros aux banques, à 1% d'intérêt. Mais ces banques-là ne prêtent pas à 1% d'intérêt, même pas aux États. Elles prêtent à 5, à 6, à 7, à 15 ou 20% pour les Grecs. Et elles pillent le travail, elles nous obligent à sacrifier nos services publics. Et nous disons des choses simples, des choses facilement compréhensibles. Pourquoi la Banque Centrale Européenne, plutôt que de prêter aux banques qui derrière se font de l'argent pour rembourser leur racket permanent, pourquoi la Banque Centrale Européenne, qui a été créée par les politiques, ne finance-t-elle pas directement les États à taux nul, au lieu de servir la ronde des banquiers? Nous disons une autre chose simple avec le parti de la gauche européenne que je préside. Pourquoi nous ne créons pas à la place du Fonds de stabilité financière, qui n'est qu'une machine à engraisser les marchés financiers, pourquoi nous ne créons pas un fonds de développement européen solidaire qui n'aurait le droit, qui serait financé par la Banque Centrale Européenne à des taux faibles et qui serait obligé de financer les grands projets industriels, la recherche, la formation, les services publics? Pourquoi est-ce que ça n'est pas possible de décider une chose aussi simple?
En vérité, en Europe, ces questions sont taboues. Pourquoi? Pourquoi Merkel met son veto? Parce qu'elle est la représentante justement des plus puissants. Parce que ceux qui nous divisent sont toujours évidemment les plus puissants. C'est toujours la loi diviser pour mieux régner. Et Sarkozy se couche derrière les injonctions de ces puissants. Et comme la pilule ne passe pas, ils ont décidé de l'imposer. Alors, ils ont passé un accord en décembre, un nouvel accord européen, soi-disant à nouveau pour sauver l'Europe, en vérité pour sauver les marchés, une nouvelle fois, encore et toujours. Ils prévoient des sanctions automatiques contre les États, des sanctions automatiques évidemment contre les plus pauvres. Ils prévoient de mettre tous les budgets européens sous surveillance, tous les budgets nationaux sous surveillance. Et les parlements n'auraient plus aucune souveraineté en la matière. Ils prévoient la règle d'or, qui est une règle de protection du remboursement des marchés contre les services publics et la dépense publique. Ils vont même jusqu'à mettre des banquiers au pouvoir, directement, sans élection, comme en Grèce ou en Italie. Ils acceptent de porter l'extrême droite au pouvoir, comme en Grèce. Ils font des courbettes au dirigeant hongrois Viktor Orban. Et quand ils veulent lui remonter les bretelles, comme ils disent, c'est uniquement pour lui reprocher d'avoir osé mettre en doute l'éventuelle indépendance de la Banque centrale hongroise, qui doit rester sous la coupe des dirigeants financiers européens. Mais pour le reste, Viktor Orban, une fois qu'il est venu s'expliquer sur ça au Parlement européen, peut repartir chez lui, sacrifier les libertés dans son propre pays sur la base d'idées xénophobes et d'extrême droite. Au fond, rien en Europe ne les dérange. Rien ne les dérange si la loi du marché reste un dogme. Et le scandale, ils sont en train de préparer un traité, un nouveau traité en douce, qu'ils veulent boucler pour le 1er mars prochain. Pensez à ce scandale démocratique. Nous sommes en pleine campagne présidentielle. L'un des principaux rédacteurs, pour ne pas dire le rédacteur de ce nouveau traité, s'appelle Nicolas Sarkozy. Ce traité est en train d'être rédigé sans qu'aucun citoyen de notre pays n'en soit informé, et pas plus aucun citoyen européen. Nous sommes à 3 mois d'une élection majeure dans notre pays. L'homme qui préside la France et qui, avec Angela Merkel, est en train de rédiger ce traité, n'a même pas le courage de venir dire devant l'opinion ce qu'il en est et de dire ce qui est inscrit dans ce traité. Nous irons peut-être, si nous les laissons faire, à l'élection sans qu'ils aient révélé la moindre ligne de ce traité, et bien qu'ils comptent sur nous pour ne pas laisser faire. Pas plus aujourd'hui qu'en 2005. Nous croyons à la solidarité. Certains pensent, et nous pouvons les comprendre, vu ce qui se passe, que pour sortir de cette situation, il faut sortir de l'euro. Mais si nous sortions de l'euro, qu'est-ce que nous aurions résolu? Nous aurions toujours les marchés face à nous. Nous aurions toujours les mêmes difficultés. Les agences de notation ne nous lâcheraient pas pour autant, bien au contraire. Donc sortir de l'euro dans ces conditions, d'une certaine manière, ça serait partir, mais en leur laissant la caisse. Eh bien nous voulons remettre la main sur la caisse, nous voulons remettre la main sur le Trésor, nous voulons remettre la main sur la Banque centrale européenne et gérer autrement cette Europe pour construire de la solidarité. Oui, nous avons besoin de reprendre du pouvoir partout, du local, à l'Europe, au monde, pour construire de la solidarité. Nous avons besoin de solidarité en Europe. Et la solidarité est la grande tradition du monde ouvrier et du monde du travail. Nous avons besoin de solidarité pour construire des services publics. Nous avons besoin de solidarité pour faire de la France un pays solidaire. Nous avons besoin de solidarité pour lutter contre le dumping social.
Nous avons besoin de solidarité contre le dumping salarial, pour lutter chez nous pour l'augmentation des salaires et pour lutter partout en Europe pour la mise en place d'un salaire minimum qui converge vers le haut pour tous les pays européens. Nous avons besoin de solidarité pour interdire les délocalisations et les licenciements boursiers, parce que cette affaire qui nous fait du mal à tous les peuples européens. Nous avons besoin de solidarité pour imposer les droits des travailleurs. Nous avons besoin de solidarité au travail, entre nous. Nous avons besoin de solidarité dans les collectifs de travail. Nous avons besoin de solidarité dans les usines, dans les écoles, dans les hôpitaux, contre tous ceux qui saccagent le travail et qui veulent nous diviser. Au fond, nous avons besoin de solidarité pour reconquérir le pouvoir contre la finance. Et il faudra des pouvoirs pour faire reculer les marchés financiers et pas seulement des phrases. Ils nous attaquent à coups de hache. Nous n'allons tout de même pas mener la bagarre avec un sabre de bois. Donc, prenons les mesures qu'il faut pour faire avancer la solidarité et portons haut ce drapeau. Et voilà pourquoi nous n'avons pas besoin du Front National pour mener cette bataille, qui évidemment est une force de division et donc une force au service de ceux qui cherchent à nous diviser. D'ailleurs, il faut réfléchir à cette question. Nicolas Sarkozy a toutes les chances de perdre cette élection parce qu'il est rejeté par le peuple. Et que la défaite s'annonce pour lui si nous menons bien le travail. Mais quelle est la seule chance? La seule chance pour lui d'échapper à la défaite. La seule chance pour lui d'échapper à la défaite, elle s'appelle Front National. Parce que si Sarkozy fait le score que lui promettent les sondages, et que le Front National est bas, cela veut dire que Sarkozy sera sûr de perdre le deuxième tour et qu'il sera éliminé. Si Sarkozy fait le score qui lui est promis dans les sondages et que le Front National est haut, parce que des travailleurs se seront laissés tromper par l'idée que c'est le bon moyen de mettre un coup de pied dans la fourmilière, personne ne sait ce qui se passera au deuxième tour, parce que tous les repères seront brouillés. Donc aujourd'hui, la seule chance de Nicolas Sarkozy s'appelle Marine Le Pen. Marine Le Pen n'est pas l'ennemi de Nicolas Sarkozy, c'est sa meilleure alliée dans cette élection. Nous devons au contraire, nous, construire un vote solidaire, un vote d'union populaire. Et c'est ce que nous construisons avec le Front de gauche. Alors je veux vous dire pour conclure, la finance, elle nous note. Eh bien nous lui disons, le peuple vote. Alors ensemble, allons-y, mobilisons-nous, unissons autour du Front de gauche, unissons autour de Jean-Luc Mélenchon, le monde du travail, le monde ouvrier résiste, il relève la tête, le Front de gauche est votre chance. Si tous ensemble nous travaillons bien, demain sera meilleur. Merci. Vous avez bien entendu ce qu'a dit Pierre Laurent sur le Front National.